Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, focus sur une plateforme très smart, c'est son nom et elle est spécialiste de la monétisation publicitaire. Monétiser, c'est simple, c'est exploiter l'audience d'un site par exemple pour générer des revenus. Là où ça se complique, c'est de le faire dans un marché de la publicité de plus en plus régulé, où il faut cibler mais sans cookies et impacter l'utilisateur par ses campagnes publicitaires tout en respectant sa vie privée. On en parle avec son PDG dans quelques instants. Également dans cette émission, on casse les codes, les portes et les bureaux des espaces de travail traditionnels. Aujourd'hui déjà et davantage demain, la tech se mettra au service de nos modes de fonctionnement et de nos interactions au travail, que ce soit chez vous, en télétravail, dans un espace de coworking ou au sein d'une organisation. Les innovations et outils technologiques permettront une toute nouvelle approche de la réunion de 8 heures ou de ses comptes rendus. D'ailleurs, on verra ça. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous biomimétisme avec Anthony Pansard, analyste scientifique chez Bioxégie. On parlera de l'optique dans la nature. Voir dans la nuit, être vu ou passer inaperçu fait partie du quotidien des animaux. On prendra l'exemple du chat d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs aider drastiquement la recherche et les scientifiques à innover, notamment sur les prothèses oculaires. Mais tout de suite, je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. On ne lance pas la pub, on parle de pub dans Smart Tech ce matin avec une plateforme spécialisée dans la monétisation publicitaire, Equative, anciennement nommée Smart. En gros, comment générer des revenus grâce à l'audience d'un contenu internet ou télé dans un secteur qui traverse, je le disais, de profondes transformations et où il faudra notamment aller vers du ciblage sans cookies et en respectant les données personnelles et privées des utilisateurs. On fait le point donc aujourd'hui avec notre invité Arnaud Crépu, PDG d'Equative. Bonjour Arnaud. Enchanté. Enchanté, merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Tech avec nous aujourd'hui. Première question assez simple, pourquoi vous avez changé de nom récemment, là, je le disais? Alors écoutez, en fait, c'est assez simple. On s'appelait Smart Ad Server, un nom assez proche de votre émission, Smart Tech. Un Smart, c'est un nom qui est très commun. On démontre le nom de votre émission et des milliers de sociétés qui s'appelle Smart quelque chose. Donc ça fait un petit moment qu'on voulait revoir ce nom. On l'a revu à l'occasion de deux opérations de croissance externe qu'on a fait assez récemment. Des acquisitions? C'est des acquisitions. Donc le premier objectif, c'était d'unifier ces trois acquisitions, ces trois sociétés, Smart, Dynamic et Liquidem, le nom des deux sociétés que l'on vient qui viennent de nous rejoindre. Et donc le premier objectif, c'était simplement trouver une nouvelle marque qui fédérait tout le monde, qui permettait à tout le monde de se sentir unifié sous une nouvelle marque. Un second objectif, c'est qu'on a un positionnement qui évolue. Vous savez que le monde de la publicité est un monde assez complexe. La chaîne de valeur on va en parler, évidemment. Est assez complexe, on va y revenir. On était historiquement du côté des éditeurs. Aujourd'hui, on est du côté des éditeurs et des annonceurs. On développe des solutions pour les annonceurs, mais également pour les éditeurs. Et donc, Equative, en français, on va le prononcer Equative. En américain, on verra si vous y arrivez, mais on va essayer de le prononcer Equative, avec un A long. On va essayer quand même. On fait l'équation, donc c'est un nom qui vient du mot équation. On fait l'équation entre l'offre et la demande, donc entre les éditeurs et les annonceurs, sans oublier les consommateurs, qui sont essentiels dans un monde qui évolue très rapidement. Et vous parlerez peut-être un petit peu de RGPD, de data privacy, mais donc on prend en considération les trois versants de notre plateforme, les éditeurs, les annonceurs et les consommateurs, et on fait l'équation entre ce petit monde-là en proposant une solution qui traite de manière égale, equal, de manière égale, ces trois versants de notre plateforme. Qui travaille avec ces acteurs-là d'une manière équilibrée, c'est ça? On essaye d'équilibrer. Absolument, juste, transparente, équilibrée, et donc qui traite de manière égale les trois versants de la plateforme. On va rentrer dans le détail évidemment de votre solution, des évolutions du marché, c'est ce que vous disiez aussi. Année record pour vous en 2021, taille multipliée par 3 en 3 ans, objectif 100 millions d'euros de revenus nets en 2022, je crois. Est-ce que c'est votre positionnement, Arnaud Crépu, c'est ce que vous disiez, ou la dynamique du secteur de la publicité digitale qui explique ces chiffres? Oui, c'est un mélange entre les deux en fait. On investit de manière très très forte sur nos plateformes. Vous savez que on est dans les métiers du big data. On gère quelque chose comme 2500 milliards
d'enchères publicitaires par mois, ce qui nécessite des investissements très forts dans les infrastructures, dans la data, dans le machine learning aussi. Donc la première explication, c'est les investissements importants qu'on a réalisés ces 3 dernières années sur les métiers émergents, notamment la télé connectée, qui est un nouveau moyen de faire de la publicité ciblée, un marché qui n'était pas adressable pour des plateformes de monétisation comme Equative jusqu'à aujourd'hui, avec, vous savez, la crise Covid qu'on vient de traverser et une accélération du digital très importante. Donc aujourd'hui, la publicité digitale est le canal principal maintenant de dépenses des campagnes publicitaires. C'est un marché à 450 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui est gigantesque. Vous savez que 2 acteurs se partagent une part importante de ce marché, qui sont Google et Facebook. Nous, notre mission, c'est de rééquilibrer ce marché et de faire en sorte que les annonceurs, même si c'est beaucoup plus facile d'aller dépenser sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, mais de faire en sorte que ces annonceurs diversifient leurs campagnes publicitaires et dépensent un petit peu plus sur l'open web, sur Bismart par exemple, et on y travaille, on pourrait y travailler ensemble, mais faire en sorte que ce marché soit mieux équilibré entre ce qu'on appelle les wall gardens, ces géants de la pub qui captent plus de 65% du marché publicitaire avec une audience inférieure à 30%, et donc faire en sorte que ce marché se rééquilibre et démontrer aux annonceurs qu'on peut obtenir une performance très supérieure en dépensant chez Le Monde, chez Le Figaro, chez Le Parisien, chez Dailymotion, chez Deezer et donc chez Bismart. Et justement, vous nous donnez des exemples là. Vous parliez aussi juste avant de télé connectée. Vous, aujourd'hui, sur quel support média vous travaillez ? Alors nous, on travaille sur à peu près tous les supports médias. Oui. On fait tout sur le numérique. On ne traite pas 2 verticaux qui sont émergents aujourd'hui, qui est le out of home et l'audio, même si l'audio, on va y venir. Oui. Donc nos clients sont des éditeurs de news publishers, donc des éditeurs de news, des plateformes de streaming comme Dailymotion ou Deezer, des opérateurs téléphoniques comme SFR qui ont des portails importants et qui sont au centre de cette évolution qui est en train de se produire maintenant, qui est de faire passer les dépenses publicitaires de la télévision linéaire vers la télévision connectée. On va rentrer évidemment dans ce détail-là, mais pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ne comprendraient pas comment ça marche, qu'est-ce qui permet de générer aujourd'hui un revenu sur un contenu Internet, par exemple ? Expliquez-nous ça très rapidement pour qu'ensuite on rentre dans le détail. Ce qui permet de générer un revenu, c'est 3 choses, d'accord ? C'est la première chose, c'est le contenu. Donc c'est la qualité du contenu. Et donc un éditeur, aujourd'hui, sur Internet, va toujours avoir un modèle qui reposera un petit peu sur l'abonnement et aussi sur la publicité. Aujourd'hui, presque tous, c'est extrêmement rare d'avoir un business model qui repose sur du payant et donc sur un abonnement à 100%. Aujourd'hui, un Netflix, un Disney+, ont tous annoncé une offre qui reposera en partie sur l'abonnement et en partie sur les revenus publicitaires. Donc aujourd'hui, le premier moyen de générer des revenus publicitaires, c'est la qualité du contenu. Oui. C'est pour ça que vous investissez sur la qualité de votre contenu, mais c'est pour ça aussi que les journalistes sont payés pour produire du contenu et donc générer du contenu qui va générer de l'audience. Donc le second moyen, c'est l'audience et la data qui va avec. Oui. Aujourd'hui, on génère plus de revenus quand on a une audience riche, quand on connaît ses abonnés, ses utilisateurs, ses consommateurs. Donc on va réussir à mieux monétiser une émission de télé ou un contenu numérique si on a accès à une data qui appartient donc à ces journaux, qui est riche. Plus elle est riche et plus on arrivera à obtenir un revenu moyen pour 1000 impressions publicitaires important. Voilà. Quels outils alors mettez-vous à disposition des annonceurs, donc c'est ce que vous disiez, des éditeurs aussi de médias, pour booster ces recettes publicitaires-là, justement? Absolument. Vous parliez d'outils technologiques pour booster ces performances. Absolument. Alors en fait, nous, on propose une solution, donc c'est une plateforme, vous l'avez compris, on met en relation les annonceurs et les éditeurs. Donc c'est une plateforme un petit peu comme une bourse de marché, Euronext. Euronext va gérer quelques millions de transactions par jour. De notre côté, comme je vous le disais, on va gérer 2500 auctions, c'est des enchères, chaque mois sur notre plateforme. Pour booster ces revenus publicitaires, donc on va proposer de mettre en relation ces annonceurs et ces éditeurs, et donc on va leur proposer une solution neutre, transparente, efficace en termes de coûts, et donc qui apporte un indicateur de performance important aux agences, un KPI qui pourra reposer sur le nombre de clics, le nombre de vues, etc.
C'est cet échange-là qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, de faire ce lien entre les deux. Finalement, ça permettrait de booster là aussi les performances. Absolument. En fait, nous, à chaque fois qu'une personne va visiter un site web, on va mettre aux enchères son espace publicitaire. Quand vous avez une page, que vous visitez une page du Monde par exemple, qui s'affiche, vous avez un ou plusieurs espaces publicitaires qui apparaissent. Pour chacun de ces espaces publicitaires, on organise une vente aux enchères en temps réel. Cette vente aux enchères en temps réel, elle se passe en moins de 100 millisecondes. Et donc en moins de 100 millisecondes, on va sélectionner la publicité qui répond le plus au comportement du visiteur et donc qui apportera le maximum de revenus à l'éditeur. Le temps passe vite, Arnaud Crépus. J'aimerais quand même revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ça, vous devez le faire aussi en garantissant la protection des données personnelles des utilisateurs. Quelle technologie cela implique? Voilà, expliquez-nous comment ça marche. Absolument. Écoutez, on est le seul acteur européen, on est en fait la première alternative à Google et le seul acteur européen qui propose ces solutions-là à des éditeurs. On a une chance importante en Europe, c'est que le RGPD est en place depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Il a été mis en place en mai 2018. Et donc, on est directement impacté par l'application du RGPD en France, mais aussi en Europe. Et donc, on a développé, avant les autres, des solutions qui reposent sur le contenu du site web qu'on va visiter et non plus sur la donnée de l'utilisateur, ce qu'on appelle le ciblage contextuel ou sémantique. Donc on va faire un ciblage, on va proposer aux annonceurs un ciblage qui repose sur la qualité du contenu et sur, je dirais, la thématique du contenu de la page qui est visitée et non plus uniquement sur la donnée utilisateur de l'individu. C'est-à-dire qu'on n'utilise absolument pas sur ces solutions-là, qui représentent un peu plus de 50% de nos revenus aujourd'hui, on n'utilise absolument pas la donnée utilisateur qui est donc protégée à la fois par le RGPD et par la CNIL. Et bon, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Arnaud Crépus d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech, PDG d'Equative. Je le rappelle, merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui avec nous. Tout de suite, on parle des espaces de travail de demain, très digitalisés évidemment, vous verrez. Quand la tech vient bouleverser nos espaces de travail, c'est l'objet de notre débat du jour dans Smart Tech. Le bureau reste une place de choix pour les salariés français, malgré tout. Mais quel bureau? Créer des espaces plus connectés, une réalité virtuelle plus engageante aussi, pourrait permettre de booster la performance des entreprises, ou tout du moins se rapprocher davantage des nouvelles attentes des salariés en termes d'expérience au travail. On va tenter de jeter un œil et de comprendre avec nos invités ces espaces de travail du futur et leur intérêt pour toutes les parties, dirigeants et salariés. Mes invités aujourd'hui sont Jean-François Gaudy, directeur innovation et digital du groupe Inetum, comment on prononce Inetum, très bien, société de services et de solutions digitales. Bonjour Jean-François Gaudy. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Rémi Calvérac nous accompagne également, directeur de la transformation de l'environnement de travail chez JLL, groupe leader du conseil en immobilier d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous dans Smart Tech. Rémi Calvérac, la crise a-t-elle selon vous définitivement ancré, acté ce nouveau modèle de travail qu'on appelle hybride, c'est-à-dire un peu chez soi, un peu au travail? Ça, c'est acté? C'est complètement acté. C'est complètement acté. On ne peut pas dire que ça n'existait pas avant crise. C'est juste la crise a, je dirais, révélé à tous que cela fonctionnait et que ça devient la nouvelle façon de travailler. Le hybride, il est très différent selon chaque individu, selon chaque société, chaque entreprise, chaque culture, chaque pays. Ceci étant, le mode hybride que vous venez d'exprimer, il est là pour durer. Il est là pour durer, donc oui, c'est ce qu'on disait, ancré, donc en tout cas acté, mais peut-être pas forcément inné. Il y a des organisations qui ont peut-être encore du mal aussi de temps en temps à mettre en place ce type de système-là. Ça, vous le constatez aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Certains sont plus propices à le faire parce qu'elles partaient déjà d'un mode relativement hybride, mais pour beaucoup, ça a été une nouveauté. Et on est dans une phase, je dirais, on a eu 2 ans déjà d'expérience, 2 ans et demi. On commence à voir des choses converger, c'est-à-dire des ambitions d'entreprise, de dirigeants, la réalité concrète des collaborateurs qui le vivent au quotidien et qui prennent leurs habitudes. Donc les statistiques nous le montrent. Il y a une sorte d'habitude qui commence à être prise. Les gens ont trouvé leur mode de fonctionnement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est terminé, puisqu'on n'a pas de recul, on n'a pas de retour d'expérience. Donc les choses évoluent au quotidien. Et c'est ça qu'il faut monitorer pour aller et faire mieux demain. Vous faites ce constat-là? Oui, effectivement. D'ailleurs, nous, ça nous a amené à développer des logiciels qui permettent d'organiser l'avenue des salariés au bureau ou de faire un mélange entre la présence à la maison et le fait d'aller au bureau, de s'organiser en équipe aussi.
Donc effectivement, il y a toute une organisation du travail qui se met en place, tout ce qui est autour du flex, ce qu'on appelle le flex office. Flex office. Et on voit aussi d'autres choses qui commencent à apparaître, c'est le fait d'aller soit au bureau, soit à la maison, soit effectivement de trouver des lieux intermédiaires qu'il faut pouvoir cibler de manière juste, et pourquoi pas aussi la partie virtuelle qui est encore une autre approche. Moi, j'ai une question, puisqu'on parle des nouveaux espaces de travail, des espaces de travail de demain. Qu'est-ce qui, dans cette crise, a poussé les organisations à repenser justement ces espaces de travail, alors que justement, on y passe moins de temps? C'est ce qu'on vient de se dire. Les salariés sont de plus en plus chez eux. Voilà, je me permets de poser cette question-là avant de rentrer dans les détails de ces nouvelles technologies qui vont un peu bouleverser nos espaces de travail. Je me dis, voilà, on a pensé à ça, alors que finalement, le salarié est de moins en moins au bureau. Alors, pour plein de raisons. Il y a un alignement en fait des intérêts. Le salarié, parce qu'il a compris qu'il pouvait travailler de manière hybride et qu'il y trouvait un intérêt personnel dans l'organisation de sa vie. Voire qu'il était plus efficace parfois quand il n'était pas au bureau, que ce soit chez lui ou dans un tiers-lieu, comme il vient d'être précisé. Chez le dirigeant, il y avait un enjeu double qui était à la fois économique, des mètres carrés qui coûtent cher, surtout dans les centres-villes de grandes cités comme Paris, et qui serait vide une grande partie de la semaine. Ça ne fait pas sens, ça ne fait pas sens écologique non plus. On chauffe, on refroidit, on éclaire des locaux qui ne sont pas utilisés. Donc il y a un objet de rationalisation. Mais il y avait aussi un objet de repenser la raison de venir au bureau, et pas au travail, je dis bien au bureau. Et les bureaux actuels, en tout cas avant crise, n'étaient pas adaptés à la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc on ne va pas au bureau pour se poster sur un poste de travail, quel qu'il soit, fermé dans un open space, et y travailler toute la journée. On va au bureau pourquoi? Alors dites-nous, je sais que vous êtes l'auteur d'un baromètre. Quelles sont aujourd'hui, on va dire, les principales attentes des salariés concernant le bureau? Bien sûr, il est assez intuitif. Le premier, c'est pour socialiser. Ouais. C'est pour rencontrer ses équipes, rencontrer son management, s'immerger dans la culture d'entreprise, évidemment, qu'on n'a pas nécessairement chez soi. C'est aussi un accès à des ressources que l'on n'a pas nécessairement chez soi. Des ressources technologiques, des ressources d'apprentissage. C'est aussi le lieu où on va tisser son réseau. C'est particulièrement vrai pour de nouveaux collaborateurs, de jeunes collaborateurs qui débutent leur vie. Ils ont besoin de tisser des liens professionnels, créer leur réseau, et c'est difficile à faire dans un Teams quand on est chez soi dans son appartement. Sur cette question du pourquoi le salarié aujourd'hui vient au bureau. En fait, je rajouterais à tout ce qui vient d'être dit la création aussi. Oui. C'est-à-dire que créer à distance, créer en Teams, c'est quand même plus compliqué que de se mettre dans un environnement dans lequel on va être ensemble et où on va imaginer de nouvelles idées. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que j'ai des équipes qui sont des équipes d'innovation. Donc, pour le coup, c'est leur boulot que de travailler ensemble pour imaginer des nouveaux concepts, etc. Et c'est vrai que les avoir ensemble pour travailler sur des sujets où ils vont pouvoir imaginer, discuter, manipuler pour créer de nouvelles solutions, c'est quand même dans des lieux en physique qu'on arrive à faire ça quand même le mieux. Je dirais le mieux. Après, il y a d'autres choses qui permettent d'aller vers ce genre d'approche, mais le bureau reste quand même l'endroit où on a envie de se retrouver pour pouvoir faire de la création, justement. Vos approches à tous les deux sont complètement différentes. Dans quel sens vont les demandes des clients? Voilà, parce qu'on va parler de réalité virtuelle évidemment avec vous. On va parler de ces nouveaux espaces de travail peut-être plus technologiques en effet, avec des écrans interactifs, on imagine aussi. Enfin, voilà, vos approches sont différentes. Vous aujourd'hui, quelles sont les demandes de vos clients, que ce soit plutôt sur l'aspect immobilier et donc aménagement d'un espace de travail, ou plutôt l'aménagement d'un espace, là en l'occurrence plutôt virtuel? C'est ça, les entreprises demandent un peu des deux aujourd'hui? Elles sont complémentaires. En fait. Oui, c'est ça. Les deux sont complémentaires. Je pense que les deux approches sont complémentaires. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'on avait créé des logiciels pour organiser le flex office. Là, quand on parle de flex office, on n'est pas dans le virtuel. On est bien dans le fait de se retrouver au bureau et d'organiser sa présence au bureau avec le reste des équipes. Quand on parle de virtuel, c'est complémentaire. C'est le moment où on ne va pas forcément être au bureau. Ou pour autant, on peut également être au bureau, mais avec des bureaux qui sont différents, qui vont être dans des espaces différents, avec des équipes qui peuvent être éclatées entre plusieurs villes. Et donc, ça évite potentiellement d'avoir à voyager autant qu'on le faisait auparavant. Et donc, du coup, la réalité virtuelle, quand on l'utilise de cette manière-là, elle permet de rapprocher, de continuer à travailler. Le sujet de la réalité virtuelle, puisque je vais en parler un petit peu, le sujet de la réalité virtuelle, c'est quand même d'arriver à être dans un monde immersif dans lequel on va retrouver cette expérience qu'on essaie d'avoir en présentiel au bureau,
Mais dans ce monde immersif, on n'est pas forcément à côté de la personne avec laquelle on va travailler. Et donc, c'est pour ça que c'est un mélange de ces deux mondes qui, pour moi, fait le futur du travail qu'on va avoir dans les années à venir. Sur cette complémentarité, justement, c'est ça qui est peut-être intéressant, sur ces nouveaux espaces de travail. L'espace de travail de demain, il sera un peu en virtuel, il sera un peu en réel. Déjà, juste avant de répondre, sur le pourquoi, parce que vous avez indiqué le pourquoi, il est simple, c'est que d'une part, certaines entreprises ont du mal à faire revenir leurs collaborateurs, en tout cas autant qu'ils le souhaiteraient. Et par ailleurs, il faut créer, in fine, c'est la performance quand même de l'entreprise, la performance collective qui compte. Si les gens ne sont pas heureux, ils ne s'épanouissent pas, ils ne travaillent pas bien en équipe, ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'ils reviennent et qu'ils reviennent à les bonnes conditions et qu'ils reviennent justement dans une proportion qui permette que tout ça fonctionne. Et donc comme je le disais, ce n'est pas adapté. Donc il y a évidemment des typologies d'espaces qui sont plus adaptées au travail collaboratif, au travail aussi individuel et de concentration, qui existent encore au bureau, il ne faut pas l'oublier. Mais ça va plus loin. Le vrai sujet, c'est comment les technologies qui existent, qui sont là, et on vient d'en parler, peuvent nous amener à augmenter cette expérience. Parce qu'une mauvaise expérience en venant au bureau fait qu'on n'y va plus, ou on n'y travaille pas bien. Donc comment la technologie est au service de cette expérience. Et c'est là où la multitude d'initiatives que l'on voit sur les marchés nous permettent, quelles que soient les thématiques, d'aller beaucoup plus loin. On a des sujets de VR, et ça c'est le tout début. Clairement c'est le tout début, ça ouvre tout un pan du monde du travail de demain qui est fantastique. Mais sans aller jusque-là, des choses aussi qui touchent à l'IA et comment l'intelligence artificielle peut nous permettre, comme je dirais un petit agenda personnel qui prend en compte les datas, vos usages, vos cas, vos habitudes, ou les habitudes individuelles et collectives, de vous proposer des choses, des lieux de rencontre, des dates de venue sur site, qui permettent d'améliorer cette performance collective. Ça va assez loin. On va revenir évidemment sur tous ces outils disponibles aujourd'hui aux organisations. Pour revenir, Jean-François Gaudier, avec vous sur la réalité virtuelle, vous, quel scénario aujourd'hui vous proposez aux entreprises avec lesquelles vous travaillez, justement pour créer cette expérience de travail auprès du salarié? On cherche à être projeté dans quel monde? Alors, en fait, vous avez prononcé tous les deux le mot qui est important, c'est le mot expérience. En fait, c'est très important parce que je vais commencer par vous raconter un peu ce qu'il y a en réalité virtuelle et qui, pour moi, ne sert à rien. Typiquement, il y a beaucoup d'environnements dans lesquels on va se retrouver immergé dans un décor, en gros. Dans ce cas-là, on prend la forme d'un avatar. Les autres personnes prennent aussi la forme d'un avatar. Et puis, on peut interagir, c'est-à-dire dialoguer avec eux, les voir sous la forme de l'avatar, et dialoguer avec eux. Un exemple, c'est celui des cours. L'étudiant avatar qui va dans son cours, c'est-à-dire une salle de cours ou un amphi qui est modélisé, qui va s'asseoir pour regarder un prof avatar qui passe des slides. Pour moi, aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Là, dans ce cas-là, moi, je préfère avoir un Teams que d'être immergé en 3D dans un monde de réalité virtuelle. Par contre, si on commence à pouvoir interagir avec les autres, mais aussi avec l'environnement, c'est-à-dire pouvoir déplacer des objets virtuels, pouvoir les assembler, pouvoir modifier l'environnement dans lequel on se trouve, là, on commence à créer l'expérience. Donc, je vous donne un ou deux exemples. Déjà, on peut imaginer modéliser une usine, avec des machines, etc., et mettre les différents opérateurs à l'intérieur de cette usine et leur permettre de manipuler, comme s'ils étaient dans la réalité, les outils. En fait, on crée des scénarios, on crée des simulateurs de réalité pour apprendre aux gens, pour enseigner certains gestes. On peut, à l'inverse, aller travailler sur des cas qui sont difficiles à recréer. Par exemple, est-ce que c'est facile de prendre la parole en public devant 4000 personnes quand on ne s'est jamais entraîné à le faire ? Immergé en réalité virtuelle avec un certain nombre de personnes qui vont jouer le rôle des 4000 personnes et qui vont être reproduites en face de vous, ça vous permet de vous entraîner et vraiment de former votre cerveau au fait que vous allez pouvoir ensuite le faire dans la réalité et vous serez entraîné en réalité virtuelle. Puis, je parlais tout à l'heure des cours. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec une école qui est Grenoble, l'école de management, pour ne pas les citer. On construit ensemble un campus virtuel pour lequel notre idée, c'est justement de créer de l'expérience avant de créer des endroits où les étudiants vont pouvoir se retrouver ensemble. Ils vont se retrouver ensemble, ils vont interagir, mais ils vont surtout pouvoir
créé en manipulant un environnement virtuel, qui parfois peut être très différent de la réalité. Ouais. On peut s'imaginer, par exemple, changer les règles de la réalité, changer la pesanteur, faire un cours sur la Lune. Enfin, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est justement d'être créatif dans ces environnements. On a besoin de se déconnecter de la réalité aussi à un moment, aujourd'hui au travail. Alors, pas forcément dans de la VR au moment où on se parle, mais oui, il faut des moments de déconnexion. Ouais. Alors ça ressort aussi beaucoup dans les baromètres. Le travail est plus intense, d'accord ? Il s'intensifie, qu'il soit réalisé chez soi, dans un tiers-lieu, au bureau. Et donc, les lieux qui permettent, physique ou de main virtuelle, de déconnecter de manière individuelle ou collective est très important. Et donc, on voit fleurir un certain nombre d'espaces de concentration, de méditation, de repos, en tout cas qui permettent de créer ces coupures et d'être du coup plus performant quand on revient sur une tâche de concentration ou de création. Et se déconnecter en se connectant, c'est un peu particulier. C'est particulier, mais oui et non, parce que se déconnecter, c'est reposer son cerveau, le faire passer à autre chose, en tout cas se régénérer. On parle beaucoup du bureau régénérant chez JLL, donc c'est un peu une oxymore qui interroge, mais c'est une réalité. Donc oui, la technologie contribuera à en faire partie, clairement, à accélérer les choses. Les salariés français, je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressort de votre étude, ils sont friands de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Si oui, quel secteur? Voilà, je ne sais pas, on imagine des boîtes de la tech qui, en effet, avec des salariés qui seraient peut-être plus habitués à ce type de dispositifs ou d'outils. Dites-moi le contraire si jamais... Mais voilà, est-ce que les salariés français, de manière générale, sont en attente de ces outils tech au sein de leur espace de travail? C'est une attente pour encore une fois, augmenter l'expérience et faciliter la vie du quotidien. Ce n'est pas une attente de la tech pour de la tech. Comme il a dit, il ne faut pas que ça soit un gimmick où finalement, voilà, on met des écrans partout, on met des LED partout, on peut se projeter. Non, il faut que ce soit utile d'un point de vue personnel, utile d'un point de vue collectif, utile au travail ou à des choses plus perso. On booste l'expérience. L'objectif, in fine, donc de booster l'expérience, peut-être booster aussi le bien-être du salarié au travail. On booste aussi après la performance. Il est là aussi peut-être l'objectif. Un salarié qui est mieux au travail, c'est un salarié qui est plus efficace. Ça, en général, ça va de soi. C'est ça. Si on n'est pas bien, on travaille moins bien. Donc le bien-être fait partie aujourd'hui des top priorités. C'est devenu devant le salaire, devant les priorités du pourquoi je cherche, et ce que je recherche dans le travail et pas qu'au bureau. Et donc on doit s'en saisir, les employeurs doivent s'en saisir, l'immobilier doit s'en saisir, parce que oui, il y a un impact déjà de la mobilité, donc le transport pour aller jusqu'au bureau, et le bureau lui-même, il impacte la santé. Il peut y avoir du bruit, il y a des sujets de qualité de l'air, il y a de la qualité de la lumière, du déplacement, tout ça, ça peut créer aussi du stress ou du mal-être. Et donc comment on l'intègre dans la façon dont on pense l'environnement de travail demain est absolument obligatoire. Sur cette question de la performance, ça aussi c'est un atout, c'est une carte auprès des dirigeants d'entreprise et des managers en leur disant voilà, peut-être qu'en optant pour cette solution-là, le salarié sera plus efficace demain aussi. Non, bien sûr, vous voyez, je parlais tout à l'heure en fait de formation, d'enseignement, etc. Donc évidemment, quand on peut mettre la tech au service de ce genre de choses, il faut en profiter. Mais ce qui est important aussi, moi je veux pas faire de la tech pour la tech. En réalité, la réalité virtuelle, transformer tout le monde réel par de la réalité virtuelle, je pense que personne n'a envie de vivre ça. En réalité, il faut vraiment utiliser la réalité virtuelle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la création d'expériences qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place dans la vraie vie, mais par contre, toujours accompagner ça de la présence dans les bureaux, avec des collègues avec qui on va créer justement, juste augmenter les outils, les varier, avoir cet équilibre entre la vie personnelle à la maison dans laquelle on peut travailler, la vie au bureau et avec des outils qui sont complémentaires. Est-ce qu'on a des pays qui font ça très bien? Là, je parle plutôt sur l'aspect immobilier. Voilà, est-ce qu'on s'inspire de modèles? Je ne sais pas, est-ce que les anglo-saxons sont en avance sur nous? Les pays scandinaves, voilà, quand on pense au bureau de demain, est-ce qu'on a des modèles comme ça qui viennent en tête? La réponse est non. On n'a rien à envier à d'autres pays. Je dirais que la crise a vraiment mis tout le monde sur le même plan. Donc après, c'est pas vraiment lié au pays, c'est lié aux cultures et aux entreprises. Voilà, donc on a des entreprises en France très très en avance sur le sujet. Voilà, des Blablacar ou d'autres, où vraiment ils ont saisi le sujet et on dépasse le sujet des technologies, mais elles sont vraiment au service d'une expérience, du bien-être, de la performance, et quelles que soient les générations. Il y a aussi des sujets générationnels. Il faut savoir, en 2030, 75% de la population seront active, seront des millennials. Donc ils n'ont plus cette sorte de crainte parfois qu'on peut avoir
à l'usage de certaines technologies. Donc ça facilite la donne aussi. Et donc, il faut s'en saisir. Une question sur le coût, évidemment, pour les organisations. Est-ce que ces technologies, aujourd'hui, elles sont accessibles à toutes les organisations? J'imagine que la réponse est non. Mais voilà, l'objectif, in fine, c'est de les rendre accessibles à toutes. Oui, enfin, le coût, c'est pas que le coût financier. Ouais. En l'occurrence, il y a aussi le coût qu'on peut porter à notre planète. Et enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement actuellement parce que c'est ce type de hardware qu'on va utiliser pour faire de la réalité virtuelle immersive, par exemple. Ça va générer énormément de nouveaux devices qui vont arriver sur le marché. Et j'aimerais bien, en fait, que les gens qui vont créer ces devices pensent un peu mieux maintenant justement à la maintenance de ces devices, au fait qu'on ne soit pas obligé de les jeter tous les ans ou tous les 2 ans pour pouvoir les upgrader, pour pouvoir penser à les réparer, etc. Et que ça s'ancre vraiment pour qu'on ne me dise pas après, la réalité virtuelle, ça a un coût, un impact énorme sur l'environnement. Je pense qu'il faut que, de manière générale, la manière dont on organise le flex, la techno qui va avec, etc., doit vraiment prendre à la base ces sujets-là aujourd'hui. Il nous reste quelques secondes. Je voudrais votre avis aussi là-dessus, sur cette question du en fait, pour les organisations. Les technologies, oui, mais le sujet sustainability, il est clair. Il est clair et tout le monde est aligné sur le sujet. Collaborateurs, entreprises, tout le monde, politique. Elles sont indispensables. Typiquement, un bâtiment, on parle aujourd'hui de digital building. Donc c'est tout le building qui lui-même est suffisamment chargé en technologie, mais qui produit énormément de data. Et ces data sont rationalisées pour pouvoir mieux piloter. Et typiquement, moins consommer d'énergie, la mettre au bon endroit, statistiquement montrer quels sont les espaces qui sont plus ou moins utilisés, adapter les sujets de ménage. Ça permet aussi mais ça permet des multitudes de use cases quelque part derrière qui vont dans le sens du mieux, clairement, dans les consommations d'énergie et pas que, dans les comportements, dans les mètres carrés utilisés, construits, déconstruits. Enfin, c'est un monde qui s'ouvre à nous grâce aussi aux technologies. Super, on va terminer sur ces mots. Un monde qui s'ouvre à nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Tech. Jean-François Gaudry, je rappelle, vous êtes directeur innovation digitale du groupe Inetum, et Rémi Calvérac, directeur de la transformation de l'environnement de travail chez JLL. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Et on se retrouve dans la dernière partie de Smart Tech avec notre rendez-vous biomimétisme, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'optique dans le vivant avec quelqu'un qu'on connaît bien, Anthony Pansard, spécialiste scientifique biomimétique. Il est avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, Anthony Pansard, aujourd'hui. On va s'intéresser, je le disais donc, à l'optique dans le vivant. L'optique, la vue, c'est ça, voir, être vu, c'est tout ça. C'est ça, oui. Il y a plusieurs aspects qui intéressent à la fois le vivant et l'industrie. Là, il y a comment est-ce qu'on apparaît et comment est-ce qu'on voit. Donc c'est bien sûr 2 choses qui ont énormément d'applications dans l'industrie, l'apparence dans le design des produits, où le biomimétisme est aussi bien placé, et la vision, ça peut être des applications d'optique de pointe dans le spatial par exemple, ou simplement le contrôle qualité de nos produits de tous les jours qui se fait très souvent par caméra. Donc c'est des choses où le biomimétisme a énormément d'exemples très intéressants. Ouais. Sur l'apparence, par exemple, on peut parler du papillon morpho, qui est un papillon très connu par ses couleurs bleues extrêmement resplendissantes. C'est des couleurs qui se distinguent des couleurs pigmentaires qu'on voit classiquement sur nos cheveux, nos yeux, par exemple, par le fait que ce ne sont pas des molécules particulières, mais bien des structures sur la surface des écailles de ses ailes, à des échelles de la taille de la longueur d'onde. Donc c'est un design extrêmement fin, qui est très difficile à reproduire encore aujourd'hui avec nos moyens actuels, qui produit ces couleurs assez splendides. Donc ça sent bien sûr que ça intéresse énormément d'industriels qui veulent faire des couleurs durables sur du métal, par exemple. Et en termes de vision, là aussi, même si dans notre mode de vie moderne, nous, humains, on se base beaucoup sur notre vision, on est largement surpassé par énormément d'animaux. Un exemple qui est connu depuis qu'il a été découvert récemment, c'est la crevette menthe. C'est un petit animal qui a quand même 12 cônes. Donc, je ne sais pas si vous savez peut-être que notre vision se base sur les bâtonnets et les cônes. Non, mais c'est bien de le rappeler. Deux types de récepteurs, tout à fait, oui. Qui, en fait, les bâtonnets vont, eux, capter de la luminosité, mais simplement une information noir, blanc, gris. Et les cônes vont capter des couleurs spécifiques. Ça veut dire que pour une crevette menthe, il y a 12 couleurs spécifiques qu'elle capte très bien, là où nous, on n'en a que 3. C'est pour ça que si vous voyez actuellement sur un écran, votre écran est composé seulement de 3 types de LED, ce qui pour vous est convaincant, mais pour une crevette menthe ne le serait absolument pas et ne représenterait aucunement la réalité. Donc c'est ce genre d'exemple, on peut penser à l'aigle, bien sûr, au homard,
Et toutes ces structures sont extrêmement avancées. Mais je crois que vous vouliez prendre un exemple vraiment en particulier aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule de cette émission. Le chat, c'est ça, la vision extraordinaire des chats. Ça, c'est vrai qu'on le sait, on s'en doute un peu. Et puis, c'est l'exemple que vous vouliez prendre aussi aujourd'hui. Je vais parler d'un système optique qu'on trouve en particulier chez les chats, donc plus proche de vous qu'on ne le pense. Et vous avez déjà observé ce système optique si vous avez déjà conduit la nuit, par exemple, et que vous avez vu une perdue apparaître de façon très brillante sur le bord de la route. Donc ça fait partie en fait, de ce qui donne au chat son excellente vision nocturne. Ouais. Le chat voit bien mieux que nous la nuit, c'est parce qu'il a plus de bâtonnets que de cônes déjà, donc il voit plus les variations de luminosité et moins les couleurs. C'est un compromis qu'il fait pour mieux voir la nuit. Et en plus, il est capable de beaucoup plus ouvrir sa pupille. Vous l'avez peut-être vu, les chats peuvent avoir une pupille noire qui prennent presque tout leur œil, ce qui permet de faire rentrer plus de lumière dans leurs yeux. Et le dernier élément, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tapetum lucidum, c'est donc le tapis luisant. C'est une espèce de miroir qui se situe en fait au fond de l'œil, derrière la rétine. Et donc en fait, les rayons lumineux qui passent, ils vont une première fois passer dans la rétine, et ceux qui traversent vont être réfléchis, ce qui leur donne une deuxième chance en fait, en quelque sorte, d'être captés par leurs récepteurs de lumière. Ce qui permet de voir, de capter par exemple 50% de photons en plus environ, et donc d'avoir une vision beaucoup plus nette. Ces trois éléments faisant la large différence qui leur permet, eux, d'avoir un mode de vie nocturne. Et qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les scientifiques, alors très précisément ? Sur quels éléments ils s'attardent particulièrement ? Bien, en fait, faire des lentilles, par exemple, très larges comme l'œil du chat, ça se fait. Mais le problème, c'est que quand on va avoir un grand champ de vision, ça implique du coup des sacrifices en fait en termes de surface sur le capteur dédié à chaque endroit. Donc, on a intérêt à capter un maximum de photons. C'est une application qui est extrêmement intéressante sur des lentilles circulaires, type lentille de Lundberg. On peut en fait mettre un miroir sur l'arrière on imagine une sphère, la lumière arrive par l'avant. On met un miroir sur l'arrière, et donc les rayons passent une première fois. Ceux qui ne sont pas captés sont réémis. Et sur le même principe vraiment que l'œil du chat, on peut largement améliorer la détection dans les environnements où on capte de faibles signaux. Ça peut servir pour des caméras, par exemple, qui sont utilisées dans des environnements nocturnes, mais aussi tout à fait pour des antennes, donc dans d'autres types de longueurs d'onde, des antennes radio, par exemple. Et donc ça serait un système qui est appliqué aujourd'hui. On imagine beaucoup d'applications, alors à la fois effectivement... Il nous reste quelques secondes, donnez-nous juste un ou deux exemples avant de se quitter d'applications. Dans le biomédical par exemple, ça pourrait être utilisé pour faire des prothèses d'yeux qui auraient une bonne vision nocturne, ce qui est encore un des aspects où les caméras sont à la traîne sur nos yeux à nous. Et donc ça pourrait permettre aux personnes qui ont perdu la vue de la recouvrer par exemple avec le moins de pertes possible. Très bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Anthony Pansard d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Tech, spécialiste scientifique biomimétique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À très vite. Ciao.